Et salut à tous, ici Yann Darwin, finance et investissement mais pas chiant. Je suis très heureux de te retrouver en cette rentrée pour le nouveau point de marché. Aujourd'hui, on va beaucoup s'axer sur les cryptos. On parlera un petit peu du marché action classique, equity, on va dire marché classique, hein, comme on doit l'appeler maintenant, puisque tu vas voir que on va se poser la question dans cette vidéo d'où on en est dans le cycle. Je vais te revenir en arrière par rapport à la timeline et te prédire, enfin en tout cas te partager mes différentes stratégies et analyses par rapport à ce qui s'est passé dans le passé et ce qui, je pense, peut se passer dans le futur, en tout cas ce que je fais moi et ce qu'on fait nous au niveau de Green Bull également en tant qu'entreprise, puisque tu le sais, de plus en plus d'entreprises investissent dans les cryptos et tu vas voir, on va en parler aujourd'hui, ça va être relativement intéressant. Ce que je te propose, c'est que sans plus attendre, on y aille. C'est parti. Nous voilà sur l'écran. Alors, euh, toutes ces vidéos, on les a faites ensemble. Je ne te refais pas toute l'histoire. Donc, début de bull run, début 2024. C'est marrant hein, parce que ça passe super vite. En préparant cette vidéo, je regardais cette courbe et je me disais, putain, mais ça fait longtemps qu'on est dans ce bull run. Alors, je vais mettre plein de guillemets dans cette vidéo parce que tu vas voir que je pense qu'on est peut-être sur quelque chose de nouveau. Donc on avait fait cette première vidéo début de bull run, il y avait les ETF, les sell de news, on avait passé la TH 2021, halving, le fameux halving, le fameux ETF, ETH qui était très attendu, l'ETF Bitcoin était déjà fait. On avait cette phase d'accumulation, l'élection de Trump, les tarifs. J'avais vendu 20% de ma position ici, un Q propre ici. Une zone de réaccumulation possible et prévue qui était là, et depuis on est reparti à la hausse. Alors, premièrement, dans cette vidéo, je vais devoir te dire que je me suis trompé. Et je suis très heureux de m'être trompé pour une très bonne raison, parce que je pense qu'on est en train d'évoluer sur les cryptos, et je pense que la beauté d'un investisseur, c'est de faire des scénarios. Et parfois, sur les différents points de marché, ben, je peux te donner mes scénarios. Et c'est également pour ça que je fais des points de marché plutôt à intervalles importants et pas tous les jours à tracer des traits magiques et dire bah, si on va là, ça peut aller là, etc. Parce que je pense que c'est du bruit. Et c'est pas comme ça qu'investit un investisseur. Je ne parle pas d'un trader, je peux faire aussi du trading à côté, mais comme tu le remarques, je ne fais jamais de vidéo sur du très court terme ou sur du trading parce que c'est trop de bruit et c'est complètement un jeu improbable. Plus on réduit les unités de temps et plus il est difficile de timer correctement les choses. Et en plus, dans notre relation sur YouTube, on va dire de façon un petit peu descendante comme ça, hein, parce que bah, YouTube fait que je fais des vidéos et puis les gens les regardent. On a aussi une difficulté temporelle de si tu regardes ma vidéo une semaine, un mois après, forcément, les infos ne reflètent plus l'état du marché actuel, surtout en trading. C'est pour ça que je pense qu'un investisseur se doit déjà d'être bon sur le long terme. C'est pour ça que j'explique aux gens, faites déjà ce qui est le plus simple, du long terme, du DCA, etc. Éventuellement, faites-vous des poches. C'est pour ça que je parle toujours en allocation, en poche, parce que c'est comme ça que ça fonctionne en gestion de patrimoine. Faites-vous des poches moyen terme, voire même court terme trading. Mais je pense que les marchés sont déjà assez compliqués comme ça. Tous les investisseurs du monde, même les meilleurs, et moi le premier, vont se tromper un jour ou l'autre. L'important, ce n'est pas de se tromper. Il y a une citation que j'adore qui dit que la plus grande compétence d'un investisseur est de vendre trop tôt. Je suis assez d'accord avec ça et je vais te dire que j'ai dû mettre 10 ou 15 ans de ma vie à apprendre à vendre trop tôt. Donc oui, en effet, je me suis trompé sur ma vision du cycle sur mes dernières vidéos et je vais débriefer avec toi justement ce qui a évolué dans ma vision parce que je ne suis pas un oracle, je ne suis pas là pour avoir raison, je suis là pour faire des scénarios. Parfois, j'ai raison, tant mieux, c'est génial, on a un bon timing. D'autres fois, on doit s'adapter et là c'est le cas, on s'adapte. Mais par contre, je ne cherche pas. C'est pas un jeu que je fais, tu vois, avec toi. Et tu dois vraiment, et pourquoi je prends le temps de débriefer ça avec toi en début de vidéo, tu dois vraiment avoir la même approche, je pense, avec ma maigre expérience de l'investissement et de tout ce que je peux faire. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais à quel point chez Green Bull on fait des choses et on est pas mal successful. Euh, tu ne dois pas chercher à, comme dans un jeu vidéo, tu sais, à avoir raison pour dire j'ai eu raison, j'ai acheté le top, j'ai vendu enfin j'ai acheté le bottom, j'ai vendu le top. Mais tu dois chercher plutôt à avoir la bonne vision de marché et à détecter le plus vite possible quand tu n'as pas la bonne vision de marché. Et tu vas voir que tu n'as pas la bonne vision de marché et je n'ai pas la bonne vision de marché peut-être un très certain nombre de temps. Je ne sais pas comment estimer les pourcentages. 20%, 30%, 50%, peut-être 80% du temps, ça va dépendre des gens, des visions et de l'expérience. Mais toujours est-il qu'un investisseur, aussi long terme qu'il soit, a souvent tort.
Par contre, il y a deux facteurs qui permettent d'être un meilleur investisseur pour moi, qui sont clés, et je suis catégorique là-dessus. Un, c'est la capacité à justement faire des scénarios et bien sûr adapter ces scénarios. Et c'est bien joli de faire des scénarios, hein, dire il va se passer ça, mais adapter bien sûr son comportement à ces scénarios et être capable bien, de bouger tout simplement. Et deux, comprendre les unités de temps, comprendre que le long terme est toujours plus facile que le court terme, parce qu'à long terme, un marché, même si à court terme il fait ça, à long terme il a tendance à monter, et on le voit sur les cryptos, et on le voit sur les marchés financiers, parce que c'est la croissance de l'économie. Donc c'est tout simplement plus simple à comprendre. Et trois, si je dois mettre un bonus, parce que je sais que j'ai dit deux, mais je t'en mets trois, c'est savoir vendre, savoir prendre des profits. On l'a dit. Et certes, j'ai pas timé le top. Désolé les amis, pardon. Hein. Je vais peut-être pas réussir à le faire sur tous les cycles. Mais j'ai pris des profits. J'ai vendu. J'ai réalloué mon capital. J'ai acheté un bien immobilier que je suis d'ailleurs en train de revendre. Et je pense que je vais prendre une très certaine plus-value sur des sommes très significatives. Je ne suis pas là pour me la péter ou quoi que ce soit. Hein. Donc voilà, on gardera ça. On n'ira pas plus loin, mais je vais faire des sous. Je n'aurais pas fait cette opération et je n'aurais pas fait ces sous si je n'avais pas vendu. Et je ne suis pas en train, et encore une fois, je ne suis pas en train de te dire je suis le meilleur ami, ce n'est pas du tout mon discours. Je suis en train d'essayer de te faire prendre conscience parce que je sais que tu vis la même chose que moi, c'est normal. Hein. Ce n'est pas parce que je fais des vidéos qu'on est différent. Tu vis la même chose que moi. Parfois, tu vends, tu te dis ah putain, j'ai vendu trop tôt, ça continue à monter. Ou au contraire, tu achètes, tu dis putain, bah, ça redescend, qu'est-ce que je devrais faire? Pose-toi toujours ces questions fondamentales. Okay, est-ce que sont mes scénarios et est-ce que je suis toujours d'accord avec eux? Quelle est mon unité de temps? Je ne réagis encore une fois pas pareil sur du long terme que sur du court terme. Et vendre, c'est bien. Prendre des profits, c'est bien. Faire des sous, c'est bien, à condition de réallouer l'argent. C'est sûr que si c'est pour que ça dorme sur un livret A, ça ne fait pas trop de sens. Donc maintenant que j'ai fait cette intro qui est importante, je vais continuer parce que j'ai plein de choses à te partager aujourd'hui. Donc, en effet, j'ai vendu donc une partie ici et la totalité ici. C'est là où on en était à la dernière vidéo. Alors, pour les gens qui disent, juste je fais une parenthèse parce que c'est toujours relou les trolls et notamment les mecs sur Twitter, ouais, Yann Darwin a vendu le bottom. Putain, mais si ça c'est le bottom, les gars, je ne sais pas où vous étiez depuis, depuis là en fait. Si ça c'est le bottom, putain, tu ne pourras pas, vraiment si tu réagis comme ça, et je ne suis pas en train de me plaindre et faire le Calimero, hein, mais si tu réagis comme ça en tant qu'investisseur, si ça c'est le bottom, si ça c'est une mauvaise vente sur tout ce cycle-là, en fait, tu n'auras jamais de résultat. Ça veut dire que tu investis en mode levier, en mode loto, en mode... Qu'est-ce que je m'en tape de vendre là? L'important, c'est de prendre toute cette hausse. Ok, j'ai raté ça, aucun problème, rien à taper. Essaye quand même de te dire que le jeu, c'est de faire de l'argent. Le jeu, c'est pas juste de voir des chiffres qui grossissent, tu sais, la plus-value latente sur ton compte. Tu sais, tu vois un plus vert, PNL, ouais, super, c'est vert, ça grossit. Donc ça ne change rien dans ta vie. Ce qui change, c'est de récupérer cet argent, de faire un apport sur un bien immobilier, de récupérer cet argent, acheter une voiture si tu as envie, faire plaisir à ta femme, partir en vacances, quitter ton boulot, faire plaisir à tes gosses, bref, utiliser cet argent pour ce que doit être l'argent. L'argent, ce n'est pas un jeu vidéo. L'argent, c'est un moyen, un facilitateur. Okay, maintenant, je vais te dire dans cette vidéo, bien sûr, ma vision. Je ne suis pas là pour, encore une fois, te faire de la philosophie. Je vais te donner ma vision sur ce cycle. Est-ce qu'il est terminé? Où est-ce qu'on va? Tiens, si on va un petit peu se dézoomer là en weekly, là, tu vois, on voit depuis les derniers cycles, là, depuis 2018, que on a bien sûr une augmentation d'amplitude de ces cycles. Et on voit que celui-là, il a cassé l'ATH, on est venu faire un top, hop, on est venu faire un double top et on a encore cassé ce double top. On a rebondi sur le top historique, ce triple top du coup, et on repart encore à la hausse. Et on sent qu'il y a de l'attraction, etc. Donc mon but dans cette vidéo, c'est d'analyser froidement, comme d'habitude, de refaire des scénarios, d'analyser froidement les facteurs et de voir par rapport à mes scénarios précédents où est-ce qu'on se situe. Parce que je te rappelle qu'il y avait le scénario privilégié pour moi à l'époque qui était le bull run est terminé. Il se trouve que pas du tout. Il y avait un deuxième scénario qui était assez prégnant qui est on change peut-être de paradigme. Et c'est un petit peu l'axe que je vais prendre avec toi sur cette vidéo pour te donner tout simplement ma vision actuelle. Voilà. Et encore une fois, disclaimer, je ne suis pas Dieu sur Terre. Mais en tout cas, elle a le mérite d'être là, elle a le mérite d'exister et j'ai le mérite de me positionner, contrairement à certains. Alors, c'est parti. Tac. Je voudrais qu'on fasse le tour des indicateurs qu'on a déjà vus plusieurs fois ensemble et je voudrais te montrer à quel point certains de ces indicateurs
notamment les plus gros que tout le monde regarde, parfois, tu sais, on imagine que c'est des oracles et on dit bah, les cycles se passent toujours de la même façon. Et la réalité, c'est que les cycles se passaient toujours de la même façon et l'histoire nous donnait raison. Et c'était limite chirurgical, c'était limite trop simple. Moi, j'investis dans les cryptos depuis 2016. Je veux dire, bon, bah, il suffisait, même en n'étant pas très bon, même en timant pas le top, pas le bottom, mais de rider un petit peu, et puis tu prends un peu plus, tu prends un peu moins, tu deviens meilleur avec le temps. Et là, on voit que cette fois-ci, c'est bizarre. Ça marche plus au niveau du temps et des distances par rapport au halving, ça marche plus trop par rapport à la composition du marché, qui sont les gens qui investissent. Parfois, on parle, tiens, ça faut quand même que je fasse une parenthèse, parfois on parle de l'arrivée des retail. Les gars, je ne comprends pas cette phrase. S'il vous plaît, bannissez ça de votre vocabulaire. Les retail, c'est nous. C'est nous les retail. Les retail sont là, on est là avant les institutionnels, on a toujours été là sur ce marché. Alors oui, il y a une notion d'adoption, mass market, etc. Mais les retail, ça fait très longtemps qu'ils sont là. Et le mass market, ça fait quand même très longtemps qu'il est là. Il y a des gens qui n'investissent pas aujourd'hui en crypto, en effet, parce que ce n'est pas leur style d'investissement. Mais je les compare aujourd'hui aux gens qui n'investissent pas en bourse. Combien de gens en France ou dans le monde n'investissent pas en bourse parce qu'ils pensent que c'est risqué, que c'est du casino, etc. On en est là au niveau de pénétration aujourd'hui des cryptos quasiment. C'est-à-dire que ceux qui devaient investir, bien sûr qu'on va en gagner un petit peu au fil du temps, mais ils sont là. Là, ceux qui rentrent et ceux qui ont fait ce cycle, et vous allez le voir dans les datas que je vous montre, ce n'est pas les retail. Ce n'est pas l'arrivée des retail, l'exit liquidity, je ne sais pas quoi. Il ne faut pas se croire au-dessus de la masse et être le mouton noir. C'est complètement l'inverse. Les retail, c'est nous. On est là depuis bien plus longtemps que les institutionnels. Et ce qui arrive, les amis, c'est les institutionnels. Je reviens sur les différents indicateurs. On les passe rapidement. Le MVRV, on voit qu'il ne se comporte pas comme il devrait se comporter. Il est en train de monter aux étoiles alors que normalement, il nous dessine les tops avec le cycle. Il ne s'arrête jamais et on a perdu la corrélation avec les prix. Le stock to flow, pareil, il est extrêmement en retard. On ne devrait pas en être là sur le stock to flow. Le cycle est sorti de ce qu'il devrait être. Okay, on est en train de latéraliser, on est extrêmement en retard. On voit que les volumes se sont contractés, la volatilité s'est contractée. Quand on regarde tous les multiplicateurs de moyenne mobile, il y en a plein, les Golden Cross, les machins, les avances, les retours, la 2 ans, la 180 jours, et peu importe. On voit pareil, qu'on a une espèce de soit de retard, on peut l'interpréter comme un retard, ou soit comme une non-existence de cycle. Tu vois, on ne va pas chercher la volatilité, on ne va pas chercher le climax run comme on a l'habitude de le faire. Quand on regarde le rainbow, alors Dieu sait que je le déteste, mais c'est toujours pareil. Il nous montre quoi hein, c'est un écart type, hein, ce rainbow. Il nous montre quoi Il nous montre pareil qu'on est tout en bas. On ne fait pas cette explosion qu'on est censé faire. On est très en retard. On est en zone limite. On est en train de nous dire que le Bitcoin, c'est les soldes en ce moment, tu vois, quand on regarde cet indicateur. Le Fear and Greed que tout le monde connaît, il ne nous imprime plus les plus hauts comme il est censé le faire. Là, on devrait être en surchauffe. On devrait être en grid, en extrême grid, on passe les ATH, on a certes latéralisé un petit peu, mais on voit qu'il ne réagit plus de la même façon et on voit qu'il est lui aussi en train de se contracter au fil du temps. Quand on regarde les bitcoins, puisqu'on regarde bitcoin, hein, là, mais ça c'est valable pour toutes les cryptos majeures, les balances sur les exchanges, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les bitcoins sortent des exchanges. Ils vont où? Ils vont en cold, hein, ils vont en stockage, ils vont en long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus de gens ne pensent même plus à vendre. Et quand je dis gens, bien sûr, on est d'accord, toi et moi, on parle d'institutionnels. Okay, et on parle bien sûr, bien sûr que ça vient renforcer. Hein, quand les ETF, on va le voir plus loin, achètent des millions, des dizaines de millions, des milliards, des dizaines de milliards, forcément que ça ne reste pas sur les exchanges, ça sort, ça va être sécurisé en custody, etc. D'ailleurs, parlons des ETF, les flots des ETF. On avait des grands 500 bitcoins par jour, voire même plus, qui rentraient dans les ETF. Et on avait quasiment, tu vois, que des journées positives, avec bien sûr des respirations, il faut que ça prenne des profits de temps en temps. Mais on n'avait pas de grosse panique, à part cette belle baisse qu'on avait eue en mars avec tout le contexte géopolitique, guerre, Trump, etc., où ça a pris un petit peu plus de profit que prévu. Mais ça re-rentre. Okay, là, on voit que ça se contracte un petit peu dernièrement, mais c'est toujours globalement extrêmement positif. Et forcément que quand tu es un gestionnaire de fortune, puisque ces ETF, okay, par qui est-ce qu'ils sont utilisés? Deux grands types de personnes, hein, les amis. Les ETF, si je dois schématiser, bien sûr qu'il y en a plus que deux, mais si je schématise, on a en effet le retail, mais qui est minoritaire dans le poids de ces ETF. Donc là, c'est
Monsieur Jean-Jean qui voulait mettre en effet dans son compte titre du Bitcoin et qui pouvait pas, et qui voulait pas non plus aller sur un exchange, ou alors sa banque faisait chier parce qu'elle était à l'ancienne, etc. Et il se dit tiens, le TF arrive, en plus c'est pas cher, il n'y a pas beaucoup de frais, etc. Je peux m'exposer sur le Bitcoin, bam, j'y vais. Donc oui, il y a un effet retail. Mais la plus grande partie, c'est de l'instit. Et quand je dis instit, j'entends gestionnaire de fonds, les fortunes et les fonds de pension, ok, et notamment américains. Donc c'est quoi le comportement de ces instits? Le comportement de ces instits, c'est j'ai un contexte régulé, régulatoire qui existe, qui n'existait pas avant. Okay, c'est-à-dire qu'avant, je ne pouvais pas y toucher. Alors, si j'y touchais, il fallait vraiment que je sois spécialisé, une toute petite allocation, ça faisait peur à mes clients, etc. Aujourd'hui, j'ai du fonds régulé, okay, dans un contexte complètement régulé, complètement propre, avec des acteurs majeurs, notamment BlackRock, qui est le plus gros, qui détient le plus gros ETF, qui est l'émetteur du plus gros ETF. Donc, j'ai un contexte qui est très rassurant. En plus de ça, j'ai une institutionnalisation, c'est difficile à dire, de la classe d'actifs, du sous-jacent, qui fait que certaines banques, certains émetteurs, certaines banques privées, etc., commencent à prendre du collatéral. C'est-à-dire que le Bitcoin, jusqu'à l'époque, personne ne voulait y toucher, on avait peur, etc. Maintenant, à part certains exchanges qui pouvaient faire du collatéral puisque spécialisés, mais maintenant, les grands acteurs qui sont immensément, facteur 1000, facteur 10 000, plus grands que le plus gros exchange, commencent à prendre du collatéral, etc. Le comportement de tous ces gens, okay, tous ces gestionnaires de fonds, ce n'est pas de paniquer, ce n'est pas non plus de FOMO. C'est de faire des allocations, c'est pour ça que je vous parle toujours d'allocation, parce que c'est vraiment de la méthode professionnelle, hein. C'est de prendre un portefeuille, de le découper et de faire des allocations. Alors ça peut être pour un fonds de pension, par exemple, qui a 10 milliards à placer. Alors en général, les fonds de pension, ce n'est pas des 10 milliards, c'est plutôt des tickets genre 250 milliards à poser dans des actifs pour obtenir un rendement, mais un rendement sécurisé le plus possible. Pourquoi? Parce que on parle de la retraite des gens. Hein. Donc, voilà. Donc bien sûr que non, on ne va pas faire un gros doigt avec 250 milliards en crypto, mais peut-être qu'on va mettre un 0,1, 0,5%, 1%, c'est de ça qu'on parle. Quand on a des allocations comme ça, et qu'on est aussi riche que ça, entre guillemets, et qu'on gère autant de fonds, on n'est pas sur une dynamique court terme déjà, on est une dynamique long terme, voire très long terme, donc on ne panique pas. Et c'est normal de subir de la volatilité à court terme, première chose. Donc, ce n'est pas de gens qui vont paniquer ou FOMO. En plus de ça, on est sur une allocation au sein du portefeuille qui est très légère. Donc, si même le Bitcoin fait un moins 50% demain, okay, quand tu as 1%, je schématise pour que les calculs soient simples, de ton portefeuille en Bitcoin, moins 50, tu as fait moins 0,5. Okay, donc, tu n'es pas en panique, donc tu n'es pas en train de panic sell puisque tu es hedgé correctement, etc. Au niveau de ton portefeuille, tu as une allocation qui est correcte, tu as toute une dynamique de couverture, etc. Donc, tu n'es pas en panique. Donc, ce que je veux expliquer par là, c'est que les fonds qui rentrent via ces acteurs qui sont immensément plus gros que nous, qui étions là avant les retail, ne se comportent pas pareil que nous qui étions là avant les retail. Et donc, c'est ce qu'on voit, et c'est pour ça qu'on voit que tous les indicateurs, et on peut s'amuser à tous les passer, etc., nous font des comportements bizarres. Nous font du retard, une contraction de la volatilité, on ne comprend pas, c'est très mou, tu as vu, on passe les ATH, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de confiance dans le marché, on se dit putain, quand est-ce que la season, quand est-ce qu'enfin le Bitcoin va monter, etc. Mais en fait, plus il y a d'argent dans un marché, plus il y a de liquidité, plus on vient contracter la volatilité. Donc effet qui se coule numéro 1, contraction de la volatilité. Effet qui se coule numéro 2, acteurs beaucoup plus solides, en tout cas moins émotionnels, pas parce qu'ils sont plus malins, mais parce que les conditions de marché les rendent moins émotionnels pour tout ce que je viens d'expliquer avant. Donc forcément, ces gens-là conduisent à une contraction du marché. Il faut quand même se rendre compte des chiffres, juste qu'on soit bien d'accord. Là, je t'ai montré les flots de ce qui rentre, etc. Mais il faut comprendre que la balance, on parle aujourd'hui dans les différents ETF Bitcoin de quelque chose comme 1 300 000 Bitcoin, les amis. Je me suis amusé avant la vidéo à vite fait faire les calculs en les arrondissant. 165 milliards aujourd'hui sont stockés en Asset Under Management dans les ETF Bitcoin uniquement. Je ne suis pas allé regarder Ethereum, il y a Solana qui se lance, etc. Bon, c'est quand même beaucoup plus petit. Mais Bitcoin, le roi, et tout le monde est en train de devenir Bitcoin maximaliste en ce moment pour cette raison-là, moi le premier, attire 165 milliards de capitaux institutionnels, qui est encore une goutte d'eau dans
l'asset under management de ces 10 institutionnels. Ces 165 milliards qui sont rentrés, ils sont rentrés certes sur un timing de marché, sur une hype, mais il reste une goutte d'eau et deux, beaucoup moins soumis à cette volatilité. On a une deuxième chose que je voulais partager avec toi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a aussi les compagnies, et notamment les plus grosses qu'on connaît, MicroStrategy, qui s'appelle Strategy maintenant, Riot, GameStop, Galaxy Digital, Mara Holding, etc., qui investissent eux-mêmes en Bitcoin, qui immobilisent une partie de leur trésor en Bitcoin. Moi, j'ai envie de dire tout simplement qu'ils se hedgent, qu'ils font un arbitrage très simple, qui consiste à dire, OK, je ne vais pas avoir 100% de ma trésor en dollars, en euros, en yens, peu importe. Je vais mettre un pourcentage. Alors, pour MicroStrategy, c'est un pourcentage immense, mais pour d'autres, c'est un pourcentage. Par exemple, Green Bull, on a un pourcentage de notre trésor j'allais dire en Bitcoin, en majeur crypto, à peu près 70% de Bitcoin. Aujourd'hui, on a 10 millions, je suis transparent avec vous, on a 10 millions de trésors de l'entreprise dans les différentes cryptos, les différentes majeures, et bien sûr, Bitcoin étant très largement majoritaire. Pourquoi on fait ça? Pas parce qu'on veut gamble, hein. Pas parce qu'on se dit « Ah, on va timer le marché, on est les meilleurs ». Non, parce qu'on se dit tout simplement, aujourd'hui, Bitcoin est devenu une classe d'actifs à part entière, qui n'est plus un truc de geek Jean-Kévin tête de chien, mais qui est un truc d'institutionnel, et je vais même vous dire ma conviction, qui va devenir une classe d'actifs chiante, comme les autres, comme le reste finalement de la finance traditionnelle. On arrive sur une classe d'actifs chiante, enfin qui va être normale quoi. Donc oui, il y a encore les alts, il y a encore des choses qui se passent, mais on le voit déjà maintenant. Il y a une perte de traction sur tout ce qu'on a connu, sur les meme coins, sur les NFT, même la défi, c'est en train de se calmer, etc. Il se passe des choses, il y a des projets qui se passent, et on le sait tous, 99% des projets vont mourir. Il ne restera que le 1, voire même le 0,1% des projets qui font quelque chose de technologiquement utile. Okay, mais ça n'empêche pas que pour les majeurs, et notamment Bitcoin en numéro 1, très largement numéro 1, aujourd'hui on est sur un asset un peu refuge, ou en tout cas de diversification pour un très certain nombre d'entreprises. Et là, on parle des plus grosses, des cotés, etc. Mais plein d'entreprises, regarde comme nous, groupe français, on a une partie de notre trésor en Bitcoin. Comme plein de boîtes, j'en connais plein, et même des petits, et même des gens qui nous regardent sûrement, qui sont micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, ou qui ont des boîtes un peu familiales, etc., peuvent avoir 5, 10, 15, 20% de leur trésor en Bitcoin. Mais attention, on n'est pas en train de trader, on n'est pas en train de timer le marché. En tout cas, nous, ce n'est pas du tout notre vision. On est en train juste de dire, il y a plusieurs monnaies dans le monde. Okay, d'ailleurs, on n'a pas que du Bitcoin. On a du dollar, on a de l'euro, on a du dirham des Émirats arabes unis, on a du franc suisse, etc. Okay, ça nous aide également pour nos différentes activités. Ben, c'est juste une monnaie de plus, entre guillemets. Et ça permet, on connaît tous les fluctuations des différentes monnaies. Alors, oui, ce n'est pas apparenté autant qu'une monnaie, etc. Il y a des spécificités aux cryptos, mais on a compris l'idée. Et on n'est pas du tout les seuls à le faire. Vous savez combien il y a d'argent uniquement des boîtes qu'on connaît, celles que je vous ai citées, les plus grosses, là, la dizaine de plus grosses. On est déjà à 133 milliards sous gestion uniquement sur Bitcoin, plus les 165 dont j'ai parlé avant. Donc on est quasiment à 300 milliards déjà, juste les plus grosses boîtes du monde. Ainsi, et côté dont on connaît la balance sheet, je t'enlève toutes les autres. À mon avis, tu peux multiplier par 2 ou par 3, mais bref, je te les enlève. Plus les ETF, on est déjà à 300 milliards sur un market cap aujourd'hui de 2300 milliards, soit 15%. Si j'enlève les bitcoins perdus ou bloqués, les bitcoins de Satoshi, etc., 15% du market cap de Bitcoin aujourd'hui sont déjà là, dans les ETF et dans les boîtes dont on connaît la balance sheet. Peut-être on peut multiplier par 2, peut-être on peut multiplier par 3, peut-être par 10, j'en sais rien. Les autres, on ne connaît pas. Les boîtes privées, là je te le dis, je te le partage, mais les boîtes privées ne communiquent pas sur leur balance sheet. Okay, donc tout ça pour dire quoi? C'est que minimum 15% et peut-être probablement 20, 25, 30% sont détenus par des acteurs qui ont une vision. Comme nous, je te le dis, on ne traite pas le marché, on n'est pas là pour prédire. Oui, il y aura sûrement de la volatilité, on va en parler après dans mes objectifs, etc. Le Bitcoin ne va pas faire que monter. Mais on a une vision tellement long terme en se disant « Ok, il y a plein de monnaies dans le monde, c'en est une autre, on s'expose. » Et les jeux entre les différentes monnaies fait que c'est intelligent de le faire et on ne va pas vendre, on ne va pas FOMO, acheter, machin, chercher à timer le marché. Juste, on s'expose et on pense, chose importante, que c'est plus risqué de ne pas être exposé au marché que de l'être. En tout cas sur Bitcoin. Okay, mais attention, ça ne veut pas dire que le bull run, si bull run il y a, comme on va en parler juste après, se passe,
bah, c'est pas pour ça qu'on ne fera pas un -20 ou un -30% ou un -40 ou je ne sais pas quel est l'objectif sur Bitcoin. Ça peut arriver. Mais on a une vision tellement long terme parce que le Bitcoin maintenant est rentré tellement dans la finance traditionnelle par tous les chiffres que je viens de te partager que ça devient obligatoire, tu vois, entre guillemets. C'est comme te dire, ok, bah moi, j'ai un business en Europe, j'ai pas d'euros, tu vois. Ou alors le dollar. C'est comme si les boîtes autour du monde disaient aujourd'hui, bah, on va se passer du dollar. C'est difficile, tu vois. C'est pas impossible, mais il y a tellement plus d'intérêt à utiliser du dollar quand tu es une multinationale que pourquoi ne pas le faire, tu vois. Il y a plus de risques de ne pas s'exposer au dollar que de le faire. Bah, c'est un petit peu la même philosophie. J'essaie de te donner des exemples pour que tu puisses comprendre. Si je regarde encore d'autres indices, parce que j'en ai d'autres, quand on regarde les options qui sont soit un instrument spéculatif, mais pour assez peu de gens finalement. Pour les institutionnels, pour du retail, c'est souvent très spéculatif, ok, de dire ok, je vais juste prendre du levier. Mais pour l'institutionnel, l'option sert à de la couverture. Ok. On voit que l'open interest ne fait que augmenter. Que augmenter. Et depuis 3 ans, depuis 4 ans, depuis toujours en fait. Et là, on arrive sur des niveaux qui sont super importants. Ça montre quoi? Ça montre encore qu'on a de plus en plus d'intérêt institutionnel et que bah, forcément, les gens sont là pour durer et ils sont prêts à perdre un peu en rendement, entre guillemets, hein, parce que du hedging, hein, le fait de se protéger avec des options, avec des futurs, etc., il y a plein de techniques avancées, je vais essayer de rester simple, coûte de l'argent. C'est-à-dire que si mon rendement, des chiffres au hasard, j'avais un objectif de 30% sur l'année, par exemple, je vais sacrifier 1, 2, 3% pour me protéger. Ce qui fait que s'il y a un retournement du marché, que ça vient casser, qu'on fait un fameux -20, -30, cette protection-là, qui est leveragée, qui m'a coûté un peu de premium, va me protéger. C'est-à-dire que si ça casse dans l'autre sens, en gros, je vais m'en sortir à peu près flat. Okay, c'est une assurance. On peut le voir comme ça. Ça montre que les gens s'assurent de plus en plus. Et la deuxième chose qui est incroyable, c'est ça, c'est la volatilité implicite. Donc ça, je vais pareil te le vulgariser pour que la vidéo ne dure pas 1h30. La volatilité implicite, c'est le coût de cette assurance. Okay, c'est comment est pricée cette assurance par les émetteurs de cette assurance. Okay, donc là, les market makers options en l'occurrence, ils doivent mettre un coût. Okay, ça s'appelle la volatilité implicite. Contrairement à la volatilité du moment, c'est le pari qu'ils font de la volatilité future. Okay, imagine, tu es émetteur d'une assurance, tu vas dire, attends, combien je vais la faire payer cette assurance? Ben, je vais regarder les risques dans le futur. Pour regarder les risques dans le futur, ben, je vais estimer la volatilité de l'asset. S'il bouge beaucoup, beaucoup de risques, puisque j'ai forcément des gens qui vont être au bon endroit et qui vont activer cette assurance, et ça va me coûter plus cher. Okay, donc je suis obligé de pricer une volatilité importante, comme on le voyait dans le futur. Regarde, dans le passé, pardon, lapsus. Comme on le voyait dans le passé, tu vois, on avait des pics de volatilité parce qu'il y avait plus de risques, tout simplement, ou en tout cas les émetteurs de ces options considéraient qu'il y avait plus de risques. Maintenant, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est cette contraction ici, très importante, parce qu'on estime, on en avait déjà parlé un petit peu plus tôt, qu'il y a de moins en moins de risques. Donc ça pousse encore, et c'est tout simplement une conséquence directe de l'arrivée de ces fonds institutionnels toujours plus massifs. En fait, il y a de moins en moins de risques, parce que, on comprend très bien, le marché comprend très bien. Le marché comprend très bien qu'il y a de moins en moins de risques, parce qu'on a une structure de marché, une structure des acteurs, et un découpage de l'argent qui, par sa nature, représente moins de risques, tout simplement. Maintenant, je vais te donner ma vision. Je vais te donner où est-ce qu'on peut aller, comment est-ce que je fonctionne, et on va retourner sur le chart. Juste avant, je te parle du partenaire de cette vidéo, super important, Kraken. Pour tous les gens qui veulent profiter du bon plan, je te l'affiche ici, tu le sais. Kraken nous accompagne depuis quelques mois maintenant sur la chaîne. On est très content de les avoir parce que voilà, c'est ma philosophie. Hein. Je ne fais pas de partenariat pour faire des partenariats. Je fais des partenariats pour développer cette chaîne. Et donc forcément, je le fais avec des partenaires avec qui j'ai envie de travailler tout simplement et qui sont sérieux. Kraken pour moi, c'est un des meilleurs exchanges. C'est aussi celui sur lequel j'ai commencé. Tu as une promo, yandarwin.com/Kraken. Je te le mets un petit peu partout autour de cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu t'inscris avec un nouveau compte et que tu investis un minimum de 200 € en Bitcoin, tu as 50 € en Bitcoin qui vont être offerts gratuitement en plus. Donc c'est génial. Donc, si tu veux commencer un DCA ou si tu veux ouvrir un nouvel exchange, une nouvelle plateforme, ou si tu fais partie des gens qui n'ont pas encore investi dans les cryptos, je sais qu'il en reste, eh bien voilà, profites-en, clique, inscris-toi et tu auras 50 € en Bitcoin pour un investissement de 200 € ou plus. Donc ça, c'est super intéressant. Et pourquoi, juste parenthèse, encore une fois, parce que j'aime bien expliquer à tout le monde aussi ce qui se passe derrière.
Green Bull, derrière cette chaîne YouTube, etc. Tu vois, j'essaie d'être un maximum transparent avec toi. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours pour t'expliquer ce qui allait se passer dans le futur, notamment au niveau des gros formats qui arrivent, etc. Sachez que j'ai fait très peu de partenariats dans ma vie, parce que maintenant ça fait 7 ans, les amis. 8 ans même. On est quoi là? On est 2025, ça fait 9 ans, putain. On va arriver aux 10 ans de la chaîne l'an prochain. J'ai commencé en 2016. Depuis 2016, je donne de l'info, de la formation, des conseils, tu appelles ça comme tu veux, même s'il n'y a pas de conseils en investissement, tu le sais, de façon gratuite sur cette chaîne. J'ai fait très peu de partenariats. Aujourd'hui, j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule, pas dans le sens où je fais des partenariats avec tout le monde pour le plaisir de faire des partenariats. L'argent que ça rapporte est réinvesti en totalité dans la chaîne et je vois ça dans le sens où on a assez de sources de revenus avec Green Bull, vous inquiétez pas, tout va bien pour moi et pour nous. Je vois ça comme un accélérateur. Donc je prends des partenaires avec qui je suis fier de travailler, je suis très fier de travailler avec Kraken et surtout cet argent, parce que tout le monde sait que les partenariats rapportent de l'argent, est 100% réinvesti, notamment dans les gros concepts qui arrivent et voilà. Parenthèse, j'aime être transparent avec toi. D'ailleurs, je te prépare, je ne vais pas trop faire de hors-sujet dans cette vidéo, mais je te prépare une série de vidéos un peu en tête-à-tête avec moi. On en reparle. Bref, parlons du futur. En gros, si je dois un peu schématiser là où on en est pour l'instant sur l'iPad, je pense, mon scénario privilégié, encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, pour ceux vraiment qui sont lents du cerveau, je ne suis pas certain de détenir la vérité absolue. Ce que je sais, c'est que je sais faire de l'argent. Mon scénario favori maintenant, c'est ce fameux scénario que j'avais déjà dans un coin de ma tête, mais que je ne pensais pas aussi fort. C'est vraiment le new paradigme, pour tout ce que j'ai dit, quoi. C'est-à-dire que je pense que les cryptos vont devenir un asset chiant, entre guillemets, institutionnel de plus en plus, ou en tout cas au même niveau que la finance classique. Je pense que tous les gestionnaires de fonds, acteurs du marché actions, brokers, qui soient en ligne, banques privées, vraiment toute la sphère finance, du family office jusqu'au fonds de pension, va, si ça n'est pas encore fait, avoir une partie de son alloc en crypto et à 80 à 90% ou plus 100% en Bitcoin, pour toutes les raisons qu'on connaît, je ne vais pas te les refaire. Donc pour ça, je pense qu'on est dans un nouveau paradigme. Je pense qu'il est possible qu'on ne voit plus de cycle. C'est-à-dire que, alors c'est pas pour ça qu'il y aura plus de volat, on peut très bien faire un moins 30 demain, mais les cycles comme on les connaît, d'extrême climax run, explosion de la volate, alt season, puis tout le monde vend, panique, hop, le petit rebond, panique, panique, hiver nucléaire 2 ans, contraction de la volate, il ne se passe plus rien, plus de volume, tout le monde dit que la crypto c'est fini, c'est un scam, etc. Et ça repart quelques années après, toujours avec la même périodicité, le halving, machin. Je pense en effet qu'il y a des grandes chances que ça soit fini. Maintenant, si je dois schématiser un petit peu les choses, je dirais que, tu vois, regarde, on l'a vu, alors là on le voit moins, mais sur les différents indicateurs qu'on a pu voir, on voit cette contraction de la volatilité. Okay, dès qu'on est en log, on voit très bien que la volatilité se contracte. Et ce que je pense en fait, c'est que nos cycles qui étaient vraiment comme ça, si je dois schématiser le truc, on va faire des délires comme ça, quoi. Et c'est-à-dire que le cycle actuel, est-ce qu'on est là, ou est-ce qu'on est là, j'en sais rien, tu vois. Est-ce qu'on peut faire demain un moins 20, moins 30 ? Oui, bien sûr qu'on peut le faire. Mais ce que je pense profondément, parce que tous les indices que je vois en ce moment me le montrent, c'est que le marché va beaucoup moins paniquer. Qu'est-ce que peut être un bottom cette fois-ci après un potentiel haut de cycle? Alors attention, ce n'est pas parce qu'un asset fait plus des cycles comme a pu le faire Bitcoin avec une extrême volate, etc., qu'il ne fait pas des cycles macro. Okay, c'est-à-dire que là, on peut très bien, regarde, vas-y, on va aller sur la chart, on peut très bien se retrouver, là on est à 117 aujourd'hui, imagine, j'en sais rien, moi, on casse, on va à 130, 140, 150, et puis des news macroéconomiques pas folles, j'en sais rien, hausse de taux, baisse de taux, chômage, IA qui vole les emplois de tout le monde, peu importe, bref, contraction économique. Oui, on peut très bien redescendre, bien sûr qu'on peut redescendre. Et bien sûr que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Mais en tout cas, ce que j'aime en ce moment, c'est que les arbres ne sont pas en train de monter au ciel. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une parabole, là, parce que je suis en weekly sur 6 ans, tu vois. Mais là, si on vient afficher les mois derniers,
Oui, c'est un asset qui bouge, il y a toujours de la volate. Mais c'est beaucoup moins débile que tous les précédents cycles. On n'est plus dans la débilité là. On est juste dans un truc en effet qui est un peu plus volatile que la moyenne. Donc, je me dis que j'ai pas trop peur. Je me dis que peut-être que maintenant la façon d'attaquer les cryptos, elle peut être double. Et je vais retourner sur l'iPad. Façon numéro 1, qui est pour moi la plus simple et la moins risquée. Investisseur long terme, soit je DCA, soit je pose l'argent, je ne regarde pas, je ne fais plus rien. C'est typiquement ce qu'on fait par exemple avec la trésor de la boîte. C'est ce que je pense que je vais faire aussi de plus en plus à titre perso, avec peut-être en mettant un petit peu de sel, en essayant de timer un petit peu, tu vois, et justement d'aller chercher quand même cette mini volate, et puis juste de rentrer sur des pullbacks. Okay, donc ça, c'est vraiment le truc facile. C'est comme si je te disais, ok, tu prends du S&P 500 sur les 20 dernières années, et puis tu fais ça, quoi. C'est-à-dire qu'on est en train de devenir un asset comme les autres. Ou soit deuxième strat, aller faire des alts et continuer à s'envoyer en l'air un petit peu plus en mode trading. Mais est-ce que demain, les amis, on aura une alt season, la fameuse alt season que tout le monde attend avec la volatilité de dingue, etc. J'ai envie de dire que je ne suis pas sûr du tout qu'on en ait une. Et vraiment, si je devais parier, je dirais bof, quoi. Parce que si on a cette contraction sur Bitcoin, on a plus FOMO du retail, on n'a plus ce côté, tu sais, très communautaire, les forums qui s'enflamment, le Twitter qui s'enflamme, etc. Tous les youtubeurs qui les uns après les autres sont permaboules et font jusqu'aux étoiles, machin. Et donc, pourquoi est-ce qu'on irait climax run sur des alts? Alors, oui, les alts étant par définition moins de capital, plus volatiles que Bitcoin. Attention, hein, si Bitcoin fait plus 20, plus 30 et que les alts veulent s'énerver d'un x2, pourquoi pas, tu vois? Tel ou tel alt qui fait un x2 ou un x3, oui. Mais les x10, les x20, les x100 comme on a connu, je pense que c'est un jeu dangereux. Pas du tout impossible, il y a tellement de cryptos et tellement de cryptos sans volume dans le bottom vraiment quand on va creuser les tréfonds de la cryptosphère. C'est sûr qu'il y en a, tous les jours il y en a des plus 1000%. Mais quel est le risque-rendement de ce trade? Il est terrible. À moins d'être un professionnel spécialiste, tu manges, tu pisses, tu chies, altcoin, tu fais que ça toute la journée. Mais on parle à 1% de la population, tu vois, qui a déjà quitté cette vidéo parce qu'il a dit « Ah mais oui, il n'a toujours pas compris que faire de l'argent, c'est savoir faire de l'argent sur le long terme et pas chercher à faire un gros coup pour être millionnaire. Parce que tu vas le faire sur un coup de chance si tu le fais et tu vas tout reperdre derrière. » Et on l'a vu sur tous les cycles. Et on le verra encore. Donc moi, en tout cas, ma position, c'est plutôt d'être long-termiste. C'est plutôt de penser que cette classe d'actifs va devenir de plus en plus chiante. Et d'ailleurs, c'est pas mal qu'elle s'institutionnalise, qu'elle devienne un peu chiante. Parce que il faut nettoyer un peu, je pense, la cryptosphère. Il faut aussi redescendre sur Terre au niveau des projets. Il y a encore quelques années, voire même mois, on pouvait envoyer n'importe quel white paper avec un bel emballage et tout le monde disait « c'est incroyable, les VC posaient des centaines de millions » et on y allait ensemble, quoi. En mode « oui, peut-être, hein, t'inquiète pas, hein. Aujourd'hui, on a juste une idée sur un coin de table et c'est une preuve de concept ». Ça n'existe pas, ça, dans l'entrepreneuriat, normalement. C'est-à-dire qu'on était dans une espèce de bulle. La définition même d'une bulle, tu vois. Les gens étaient complètement fous. Donc, je pense que ça va être limite plus simple. Tu vois, ça va nettoyer, de se dire, OK, restons long terme sur les majeurs, 70-80% de Bitcoin, un petit peu d'alt si on a envie de s'envoyer en l'air. Et puis on devient un actif chiant, et puis on fait du DCA, etc. Et en effet, je ne suis pas en train de dire, attention, que la volatilité demain va s'écraser. Il est évident que le Bitcoin nous fait encore des volates qui sont intéressantes. Donc, on a quand même des entrées, sorties pour les gens qui veulent faire un petit peu plus de position trading, tu vois, sur 6 mois, 2 mois, 1 an. C'est un peu cet horizon de temps, on va dire, entre 2 semaines et 1 an. Il y a des choses à faire, tu vois. Il y a de la volate. Mais c'est et plus risqué, et plus time consuming, et plus stressant que de faire du long terme. Tout simplement. Et en fait, vraiment, si je dois synthétiser la conclusion de cette vidéo, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le Bitcoin et par effet de bord, au fur et à mesure, toutes les cryptos principales, hors celles qui vont mourir, est en train de devenir les marchés financiers classiques. Voilà. Et sur les marchés financiers classiques, oui, il y a certains actifs, certaines actions, obligations ou peu importe,
produits dérivés qui peuvent avoir de la volatilité en fonction des conditions de marché ou des conditions macro. Mais dans l'ensemble, quand on fait une moyenne des différents écarts type volatilité, etc., qu'elles soient présentes ou futures, implicites, pricées, eh ben on a quelque chose d'assez lisse en fait. On a quelque chose d'assez prévisible quand on regarde sur du long terme et on a quelque chose d'assez peu risqué quand on ne cherche pas à timer, à s'envoyer en l'air, rentrer, sortir, porte de saloon. Voilà, c'est mon mot de la fin les amis. En tout cas, vendre trop tôt, si vous avez vendu trop tôt, c'est jamais un problème. Réaliser de la plus-value n'est jamais un problème. Si vous pensez qu'on va avoir un hyper climax, que ça va partir, qu'on va aller faire x2, x3 sur le Bitcoin, grand bien vous en fasse, mais ayez une stratégie de sortie pour prendre vos profits. Si vous pensez qu'il va y avoir une alt season de malade, etc., aucun problème. Mais pareil, ayez une stratégie de sortie et ayez plusieurs scénarios dans votre escarcelle. Ne restez pas bloqué sur votre seul scénario, même quand le marché vous donne tort ou si le marché est plus long ou plus rapide que vous le pensez. Ayez toujours une porte de sortie et en termes de changement de scénario, donc adaptation de sa stratégie, et également en termes de capitaux. Les grands all-in, c'est de la concentration. La concentration, oui, ça fait plus de rendement, mais ça fait également plus de risques. Je suis pour la concentration. Toute ma vie, j'ai concentré, et là où j'ai fait le plus d'argent, c'est quand j'ai concentré. Mais quand on concentre, il faut être conscient des risques et faire, si possible, un maximum de prévision et de contraction de ce risque. Pourquoi en ce moment, on concentre énormément, par exemple, sur l'immobilier à Dubaï, pour ceux qui nous suivent et qui connaissaient Green Bull? Parce qu'on maîtrise très bien ce marché. On est super spécialiste. C'est comme si tu me disais, bah moi écoute, je suis super spécialiste des alts, je mange, je pisse, je chie, j'y passe toute la journée et je concentre. Je te dis d'accord. Mais en fait, il y a un prix à payer à la concentration. Il y a un prix d'expertise, de spécialisation à payer. Il faut juste le comprendre. Si on est prêt à le payer, ça marche. Mais si j'ai 1 heure par semaine à consacrer ou par mois aux cryptos, la stratégie long terme est quelque chose de beaucoup plus prévisible et beaucoup moins risqué, fait plus de sens. Quitte à aller concentrer sur autre chose, sur de l'IMO, sur mon entreprise ou peu importe. Je prends tes questions dans les commentaires. Je suis très attentif à tout ça. Très bientôt, je te donnerai plein d'infos sur le futur de cette chaîne et je prévois un nouveau format. Je te le balance, on est en fin de vidéo. Un petit peu plus, parce qu'à chaque fois que je le fais, je vois que ça vous plaît, un petit peu plus au jour le jour, avec juste mon téléphone, sans aucun montage à l'arrache, parfois dans la rue, parfois dans ma voiture, parfois dans les transports, dans l'avion, peu importe, où à chaque fois je prendrai un point d'enseignement de ma vie quotidienne d'entrepreneur, d'investisseur, etc. Tu sais tout ce que je fais, pour te le livrer comme ça un peu en mode pote. Comme on faisait au début de cette chaîne, pour ceux qui étaient là dès le début, comme on fait parfois sur certaines vidéos un peu plus vlog, etc. Je suis preneur de tes retours dans les commentaires. À bientôt la team. Ciao!